On a une subvention aussi cette année de l'Éducation nationale qui, elle, nous permet de déployer la solution dans les écoles. Là, on est vraiment dans la phase de développement, donc on passe techniquement l'application sur un support web et puis on développe vraiment ces outils pour les enseignants dans une phase de consultation. Mais on a quand même une version qui est disponible à l'heure actuelle pour toutes les écoles. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Découvrez un épisode spécial du podcast Allez Vas-y. Nous faisons un bilan avec un ou une de nos invités d'un épisode précédent. C'est l'occasion de faire le point sur les actions, le bilan parcouru et ce qu'ils sont devenus. Un bon moyen de voir que passer à l'action, ça apporte toujours quelque chose. Bonne écoute. Bon, un an après ? Bon, j'ai pas compté si on est vraiment un an après. Si, je crois que c'est un an après. Ouais. C'est pile poil presque. Ouais. Ouais. Donc, je suis avec Marianne pour parler de son podcast, de son podcast d'il y a un an. Parler, qu'est-ce que tu es devenu depuis, puisqu'on s'était rencontrés il y a un an, on ne se connaissait pas. C'est vrai. On avait découvert qu'on travaillait pas loin l'un de l'autre, et depuis, on a fait quelques petits déjeuners ensemble et tout. C'est vrai. Et donc, moi, mon idée, c'est de faire un épisode un peu plus court que la dernière fois, parce qu'on était parti à raconter nos vies. Loin. Très très loin, effectivement. L'idée, c'est de savoir un petit peu où ça en est l'App Corneille, et puis toi, où tu en es. Ouais, c'est un grand programme. Ouais, oui. En 4 heures. Allez, vous avez 2 heures pour copie double. Pour me raconter un an de votre vie. C'est ça. Alors, écoute, l'App Corneille, déjà, on a levé des fonds, parce que je pense que quand on s'est parlé l'année dernière, on était en cours de levée de fonds, et c'était un peu douloureux, d'ailleurs, un peu long, mais on a bouclé cette levée de fonds qui nous a permis du coup d'investir un peu en publicité, de recruter, de grossir. Donc ça, c'était déjà une énorme étape qu'on a bouclée en janvier 2022. Donc voilà, avec des nouveaux challenges aussi sur avoir un comité stratégique, avoir des gens qui sont dans ton entreprise, donc qui ont un droit de regard sur ce que tu fais. On a de la chance d'avoir un bon comité stratégique avec des investisseurs qui nous conseillent avec bienveillance et intelligence. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est des investisseurs privés ou c'est 3. On a eu 3 réseaux de business angels. Mais même quand c'est des gens avec qui ça se passe bien, il faut quand même apprendre à être dans une nouvelle dynamique où on a été nous à 2 pendant 3 ans avec une réflexion à 2. Et là, maintenant, on a des salariés. Donc la réflexion s'étend aux salariés, mais aussi aux investisseurs qui nous conseillent. Donc c'est une autre géométrie, on va dire. Quand on s'était parlé, dis-moi si je dis des bêtises, mais je pense que tu n'avais pas encore de salariés. On avait un salarié, Damien, notre développeur. Nous, on n'était pas encore salariés de la structure. Et là, on a maintenant notre directrice artistique qu'on a internalisée grâce à la levée de fonds. Et on a également une alternante en graphisme communication. Voilà. Et donc, levée de fonds, qu'est-ce que ça a changé dans le... tu l'as expliqué, dans le fait de ne plus être à 2, mais dans le développement de l'app, est-ce que ça a amené du plus pour les utilisateurs ? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles fonctionnalités ? Explique-nous un petit peu. Alors, ce que ça a apporté surtout, ça a été un budget de communication qui était plus important, qu'on avait très peu, donc on communiquait très très peu avant. Donc, c'était surtout l'axe principal. On a une autre subvention, on a une subvention aussi cette année de l'Éducation nationale qui, elle, nous permet de déployer la solution dans les écoles. Donc ça, c'est un peu la nouveauté de cette année. Déjà, on était hyper fiers d'avoir cette subvention parce que c'est une reconnaissance quand même du corps professoral qui est quand même une belle reconnaissance. Mais après, l'argent nous permet de déployer ce qu'on avait sur app, sur mobile, en fait, sur iPad, sur tablette, et téléphone, de le déployer sur le web parce que tu as beaucoup d'écoles qui sont pas équipées en numérique. Et ça permet aussi, donc on est en train de travailler sur ce projet-là, de développer des outils personnalisables pour les enseignants. Donc en fait, en gros, ils vont pas prendre le parcours en dur, mais ils vont pouvoir prendre chaque exercice et les personnaliser en fonction de leur avancée en classe. Top. Et donc ça, c'est dans toutes les écoles de France ou il y a une sélection d'écoles ou c'est régional? Alors là, on est vraiment dans la phase de développement. Donc, on passe techniquement l'application sur un support web et puis on développe vraiment ces outils pour les enseignants. Donc, on est dans une phase de consultation. Mais on a quand même une version qui est disponible à l'heure actuelle pour toutes les écoles. Voilà. Et même des écoles à l'étranger, parce qu'on a des écoles françaises aux États-Unis, au Canada et en Angleterre qui utilisent la solution. Ouais. Génial. Et quand on vient de voir avec ce genre de projet, de demande et autres, qu'est-ce que ça... Pour toi, ça évoque une partie de ton parcours aussi de vie?
Ouais, pour nous deux, pour Anna et moi. Donc, bien sûr. Donc Anna qui a grandi en Roumanie, qui a habité à l'étranger pendant très longtemps, et moi qui ai habité aux États-Unis. Je pense que pour nous deux, forcément, ça évoque plein de choses. Nos enfants sont tous les 4, j'en ai 2 chacune, mais vous avez 4, tous les 4 dans des univers bilingues. Donc on a aussi une assez bonne compréhension de tous les enjeux du bilinguisme. Notre ingénieure pédagogique, elle est aussi dans le même cas. Elle a habité aux États-Unis pendant longtemps, elle habite à Singapour, donc elle est très sensible à ces questions de bilinguisme, donc forcément c'est des choses qui nous parlent. Ok. Et j'ai des fois ce retour de personnes dans mon entourage et puis dans les échanges sur le fait de travailler comme ça sur des projets à long terme. Comment on fait pour pas subir des baisses d'énergie, parce que on le sait, des projets à long terme comme ça où on doit développer, en plus c'est des domaines où c'est hyper technique, donc tu es obligé d'attendre que ton développeur avance pour que toi tu puisses avancer, voir ce que ça donne. Comment on fait pour se motiver? Il y a des trucs là dans ces projets en ce moment pour se redonner un peu de boost et d'énergie? Heureusement qu'on est plusieurs déjà, je pense, parce que je pense qu'on a des phases de baisse de motivation qui sont différentes. Donc du coup, c'est très important. Enfin, pour moi, c'est très important d'être en duo avec Anna, parce que les moments où il va y avoir plus d'abattement pour l'une, l'autre va être plus dans une phase positive. Donc ça, c'est important. L'équipe, c'est important aussi, parce que voilà, maintenant, on n'est plus toute seule. Donc on a une équipe aussi qui motive et pour laquelle on doit être quand même motivé. Donc ça, c'est important. Mais oui, sur ta question, il y a des longueurs ou des choses qui ne vont pas suffisamment vite par rapport à ce qu'on voudrait. Surtout, on a pas mal pris de recul sur la différence entre ce que nous, la vitesse à laquelle on voudrait avancer et comment ça se passe de manière technique, ça d'une part, et aussi nous, des choses qu'on peut concevoir nous, parce qu'on a le recul sur ce qu'on a créé depuis 3 ans, mais les personnes qui nous rejoignent sur le projet ne sont pas à n'ont pas eu le temps de réflexion qu'on a eu. Donc on a eu parfois un peu de mal, je pense, nous, à ajuster sur ça. On se disait pourquoi ça va pas assez vite, pourquoi la personne ne met pas en place, mais juste parce que voilà, elle n'est pas dans notre tête. Donc ça, je pense qu'on a beaucoup appris sur ça cette année, sur bien transmettre les choses qu'on conçoit. C'est difficile dans un modèle start-up parce qu'elle change tout le temps. Donc parfois, tu conçois des choses, mais ça marche pas. Tu vas changer tout de suite, donc c'est compliqué. Mais voilà, apprendre à être un peu plus patient et à pas ronger son frein tout le temps. Je me doute. Est-ce que dans cette année de développement, vous avez commencé à entrevoir encore de nouvelles choses? Je sais qu'il y a une version papier, mais explique-nous un petit peu comment ça s'est passé justement. Il y a eu des choses sur lesquelles vous n'étiez pas forcément en focus au moment où on a parlé et que maintenant vous avez lancé. Ouais, donc il y a plusieurs choses. Ça encore, c'est propre au modèle de la start-up où en fait il y a le projet initial et après il y a tous les développements qu'ils pourraient prendre. Les développements arrivent en fonction des sous et puis des personnes qu'on rencontre. Donc cette année, on a décidé de faire un crowdfunding avec la version papier. Donc dans l'application, on a des livres de difficulté gradués. Donc on apprend tous les phonèmes. On commence par des phonèmes très simples et on va vers des phonèmes complexes. Et ça, c'est une collection de livres qui existait en numérique. Et naturellement, en fait, on les a déclinés au format papier, tout simplement parce que moi, ça vient un peu de ma formation d'éditeur de livres pour enfants à la base. Donc, c'est une déviation naturelle, on va dire. Mais surtout, le cœur de cette envie, en fait, c'était de dire, nous, on fait la promotion non pas du numérique, mais de la lecture. Et pour nous, la lecture, elle est multi-support. Et elle est complémentaire. On entend beaucoup un discours qui oppose le papier et l'écran. Nous, c'est pas notre point de vue. Notre point de vue, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité et qu'un enfant, en fonction des moments de sa journée, mais aussi de ses besoins, en fait, il va passer d'un support à un autre sans trop se questionner, en fait, parce que ce qu'il veut à la fin, c'est juste lire. Donc évidemment, nous, on va pas promouvoir le fait qu'un enfant s'endorme avec une tablette le soir. Donc on va dire c'est mieux pour toi d'avoir un livre quand tu t'endors. Par contre, le numérique va t'apporter des développements, des aides que n'apporte pas toujours le papier. Là, typiquement, on est en train de développer, encore une fois, grâce à la subvention de l'éducation nationale, la bibliothèque numérique pour les 10. Et en fait, pour eux, le numérique, c'est un énorme apport. Et quand tu dis les 10, c'est ceux qui ont de la dyslexie et d'autres... Dyslexie, dyspraxie. En fait, il y a beaucoup de troubles de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on les accompagne beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est un vrai changement. Donc, on est en train d'intégrer un module dans l'application où l'enfant pourra changer la typo, changer la grosseur, d'avoir des systèmes de cache pour pouvoir cacher l'image, cacher la phrase, qui vont vraiment lui permettre de progresser en lecture.
lecture. Donc ça, c'est vrai que c'est des apports non négligeables du numérique et qui, pour nous, sont tout à fait complémentaires avec des versions papier. Ok. Et juste pour revenir sur la partie éducation nationale, c'est vous qui avez été tapé à la porte, c'est des professeurs ou des gens qui ont découvert votre appli, qui sont revenus vers vous. Comment ça s'est passé? Alors, c'est une subvention que tu peux demander en tant qu'entrepreneur ou des associations qui s'appelle EduUp et qui est donnée par la direction du numérique de l'éducation nationale. Okay. Mais bien sûr, un des prérequis de cette subvention, c'est d'avoir des professeurs des écoles qui co-construisent avec toi la solution et qui connaissent forcément les retours de terrain. Et là, on co-construit la plateforme web avec des profs parce que c'est eux qui savent la manière dont ils utilisent en classe. Okay. Ça peut intéresser certaines personnes, donc on va en prendre ce petit temps. Tu as fait un crowdfunding. C'est quoi les petits conseils que tu pourrais donner s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans ce crowdfunding? Des personnes que on ne connaît pas. Impossible. C'est de vraiment super bien préparer sa campagne, en fait, de pas sous-estimer le temps et l'investissement que ça va prendre. On voit souvent les campagnes de crowdfunding d'un point de vue extérieur. On a l'impression que les gens cartonnent parce que c'est viral, parce que leur produit est chouette. Alors, c'est souvent le cas, hein. Mais il y a quand même un gros travail de préparation en amont sur sa communauté à fédérer, sur avoir une belle page de crowdfunding, avoir réfléchi à des contreparties qui sont des contreparties qui font sens. Et surtout, c'est un travail de longue haleine parce qu'en fait, il faut tenir sa campagne du début à la fin. Donc, je dirais beaucoup d'investissement de temps et d'investissement personnel. Après, c'est une super aventure parce que ça permet d'aller vraiment communiquer sur un nouveau produit ou communiquer sur une nouvelle offre. Mais il faut tenir bon. Ok. Et on a fait le bilan de ces 1 an. C'est quoi l'avenir pour toi et pour l'App Corneille? C'est quoi ce qu'il y a en vue? Qu'est-ce qui est en vue? Alors, donc déjà, toute cette adaptation pour les écoles. Donc ça, on a un gros travail à faire sur les écoles. C'est un marché qui est quand même assez complexe parce qu'il y a vraiment un fossé entre les utilisateurs prescripteurs qui sont les professeurs des écoles et les personnes qui payent, qui sont les mairies. Donc, c'est un marché qui est complexe et un peu lent. Donc là, tu vois, je rejoins ta question sur la résilience, on va dire. C'est un marché qu'on apprend à connaître et qui prend du temps. Mais en même temps, c'est hyper important d'être sur ce marché et les retours qu'on a sont vraiment super riches. Donc ça, c'est un des premiers développements. On a aussi un projet, moi, qui me tient assez à cœur. On ne peut pas le détailler là, mais avec l'Université de Lille et le laboratoire Scalab. Donc, c'est pas encore quelque chose qu'on a fini, mais autour de la question du vocabulaire et de la nécessité d'avoir un bon stock de vocabulaire pour bien entrer en lecture. Donc ça, c'est un projet qui se profile certainement pour nous en 2023 et qui est vraiment super, qui est un vrai projet à impact. Et du coup, le numérique là prend vraiment toute son ampleur et son importance. Donc ça, c'est un beau projet. Et puis après, d'autres développements, si on va beaucoup plus loin, on aimerait décliner Corneille en français langue étrangère. Donc que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, on pense qu'il y a un vrai enjeu à apprendre le français, mais pas à lire en français dans sa langue maternelle, mais le français comme langue étrangère. Et ça, on voit qu'il y a une vraie importance. Pour Noël, là, on travaille avec La Clé, qui est une association de Lille que tu dois bien connaître. On va demander à nos clients de parrainer des enfants de La Clé qui sont en soutien scolaire. Mais en parlant avec eux, on se rend compte aussi de la nécessité d'avoir des solutions en FLE pour les adultes, en fait. Donc FLE, peut-être... Français, langue étrangère. Voilà, oui, parce que pour moi, ça me parle, mais effectivement, ça peut ne pas être le cas pour tout le monde. Ok, donc une vision assez long terme. Je suppose qu'en plus, avec des personnes la levée de fonds qui s'est faite, vous devez avoir cette vision-là. Toi, c'est quoi tes envies perso? Tu bosses sur d'autres approches par rapport à il y a 1 an. J'imagine que ton rôle de chef d'entreprise ou d'associé, peu importe comment on l'appelle, mais ton rôle a dû changer. Est-ce que tu as des envies de faire encore grandir ton métier à l'intérieur de l'App Corneille? Je crois Anna comme moi, on est dans une phase de transition, nous, sur nos positions à nous, où en fait, on est dans une phase de partage des acquis
qu'on a fait nous personnellement, je crois. Donc ça, c'est une phase qui nécessite un petit ajustement. Comme on disait tout à l'heure, travailler avec une équipe, c'est autre chose, c'est plus structuré. Donc on est encore dans cette phase d'apprentissage. Je pense que pour elle comme pour moi, on a envie à un moment, nous, de revenir sur nos cœurs de métier aussi. Parce que pour l'instant, on est un peu des poulpes à 100 000 bras. Donc on fait un peu tout et en même temps, on a des relais dans nos salariés, avec les freelances qui travaillent avec nous. Donc ça c'est super, ça nous décharge beaucoup. Mais on doit encore avoir une vision globale. Et je crois qu'elle comme moi, on a envie à un moment de plus retourner sur vraiment ce qui nous fait vibrer dans le projet. Donc pour ma partie, moi, c'est vraiment retravailler cette bibliothèque numérique, avoir des partenariats éditeurs, travailler vraiment sur le contenu pédagogique, le projet dont je te parlais avec l'Université de Lille. Donc moi, je sens clairement qu'en ce moment, il va y avoir une autre phase où je vais plus me recentrer sur mon cœur de métier. Et voilà, je me sens plus légitime dans ce cœur de métier-là que dans des aspects marketing que je connais moins bien. Après, ça a été hyper exaltant de les découvrir. Et voilà, en 4 ans, j'ai appris beaucoup plus qu'en plein d'années. Mais je pense qu'il y a ce mouvement de... Voilà, j'ai appris plein de choses sur... plein de domaines différents et maintenant j'ai envie de revenir sur ce qui m'anime en fait moi. Et moi, ce qui était au cœur de la création de l'App Corneille à la base. Ouais. Quoi. Okay. Et moi c'est ce qui m'anime personnellement en fait. Donc, voilà. D'accord. Et avant de terminer, ça a été quoi les retours, le retour d'expérience pour toi d'avoir fait ce podcast et d'avoir partagé ton histoire? C'est les retours des proches, des gens qui t'ont peut-être découvert. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, c'est intéressant ta question parce que ce qui était plus étonnant, c'était le retour des gens proches autour de moi parce que je me suis rendu compte que je parlais très très peu de ce que je faisais dans mon travail, ce qui est peut-être une particularité qui m'incombe, mais en tout cas je pense que les gens avec lesquels je travaille n'étaient pas étonnés par le podcast. En revanche, ma famille très proche et des amis très proches m'ont fait des retours assez émouvants en fait, en disant que c'était intéressant de m'entendre parler de ce que je faisais parce que c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Et c'était intéressant sur le retour que ça m'a renvoyé sur moi, en fait, sur le fait que je communiquais peut-être pas énormément sur mon travail. Et aussi c'était une manière d'échanger aussi avec mes parents, mes amis sur mon travail et aussi des difficultés que je rencontrais parfois sur lesquelles je parlais pas forcément. Ok, ça a mis le pied à l'étrier à des discussions en fait. Exactement, okay. Ouais. Mais même au sein de la famille proche, avec mon mari, en fait, qui est pourtant, qui lui entend beaucoup parler de Corneille. Mais bon, c'était une autre approche, donc... Ok, bon top, alors si ça a pu permettre. Et depuis, tu en parles plus facilement de ce que tu fais, de ce que tu vis, ou voilà, ça a été un moment, un pic, et puis aujourd'hui c'est redevenu ta personnalité et tu gardes les choses pour toi? Bah écoute, oui, je garde beaucoup de choses pour moi naturellement, mais j'ai quand même un peu pivoté sur ça, ouais, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que les gens autour de moi avaient envie de savoir ce que je faisais et qu'en fait, peut-être je n'allais pas les saouler avec mes problématiques de travail et qu'en fait, c'était aussi intéressant d'échanger sur ça. Donc oui, ça m'a fait un peu changer. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu aurais un dernier truc à partager, puisque c'est l'occasion, une fois par an, t'as le micro. Si c'est vrai, c'est l'occasion. T'as envie de partager, lancer un appel à une association ou à un truc, ou à des personnes qui écouteraient ce podcast et tu voudrais les toucher d'une autre manière? Bah justement, ce partenariat qu'on lance avec La Clé, là, on va le lancer à partir de la mi-novembre à peu près. Donc, on incite en fait nos clients, soit s'ils prennent l'abonnement pour un de leurs enfants, on va doubler en parrainant un autre enfant, ou des clients peuvent juste parrainer un enfant de La Clé. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir Corneille à des enfants qui sont en soutien scolaire à La Clé. La Clé, c'est une association qui est vraiment super, que du coup, moi, là, je vais rejoindre en tant que bénévole parce que ça a titillé mon passé. mon passé. Et voilà, ils ont un projet qui est super, ils sont une équipe super. Donc voilà, de regarder cette opération qu'on va faire pour Noël de près parce que c'est une association qui mérite vraiment d'être soutenue. Ok, et ben écoute, s'il y a un chargé de communication ou autre, ou même le président de La Clé qui veut venir au micro du podcast sur la partie Allez vas-y bénévolat, il est le bienvenu. Voilà. Ouais, ce serait super. T'hésites pas, tu peux faire le lien. Marianne, merci beaucoup pour toi. ce déjeuner partagé ensemble et puis ce petit épisode un an après. Qu'est-ce que tu deviens? Bah voilà, on a la réponse. Donc merci à toi, puis rendez-vous peut-être dans un an ou dans 10 ans, comme dirait Patrick Bruel. Ah, patoche. On va terminer là-dessus, c'est trop top. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.